Grande nouvelle, à partir d'aujourd'hui, se tromper fait partie de votre méthode de travail. La répétition, au sens où on la conçoit normalement, peut nuire au développement de la solidité de votre jeu. Vous avez sûrement déjà vécu la déception de répéter à outrance un passage pour finalement vous rendre compte le lendemain matin que le passage en question ne fonctionne toujours pas. Dans ce cas-ci, le problème n'est pas votre talent, votre motivation ou vos efforts, c'est plutôt votre façon de gérer vos répétitions. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui a un nom, ça s'appelle l'effet d'interférence contextuelle et ça va complètement changer votre façon de pratiquer. Plus concrètement, on va voir comment la confusion est un élément clé surprenant de l'apprentissage moteur et comment l'intégrer efficacement à vos pratiques instrumentales pour maximiser la mémorisation de vos mouvements. On va commencer par explorer en quoi la répétition, au sens où on la conçoit traditionnellement, va nuire à l'apprentissage moteur. Logiquement, il faut répéter beaucoup un mouvement pour le parfaire. Qu'on parle d'un instrument de musique, de danse, d'un tir de pénalité au basket ou de tricoter, il faut répéter nos mouvements des milliers de fois pour les parfaire et même parfois pour suivre le processus pendant des années pour atteindre un niveau professionnel. La répétition est même le mot qu'on utilise pour désigner ce qu'ont fait le plus les musiciens. Mais qu'arrive-t-il dans toutes les sphères de votre vie lorsque vous recevez constamment les mêmes stimuli, lorsqu'on voit toujours les mêmes publicités à la télévision, lorsque vous entendez une même blague pour la troisième ou quatrième fois? On s'ennuie. Les répétitions nous ennuient. Maintenant en musique, comment croyez-vous que votre cerveau réagit lorsque vous lui envoyez la même mesure, au même tempo, avec les mêmes nuances? Répéter la même chose à outrance nous ennuie, fait diminuer notre attention pendant qu'on le fait et peut même nous amener à figer l'exécution des mouvements qu'on est en train de répéter. Dans le reste de la vidéo, on va voir comment la variété et la confusion qu'elle peut amener peut en fait être un antidote à cet ennui. Et si je vous disais que les grandes compagnies informatiques ont très bien compris les besoins des Cro-Magnons modernes que nous sommes? En effet, le doom scrolling, l'addiction aux réseaux sociaux, exploitent en fait des failles vieilles de plusieurs milliers d'années dans notre système nerveux. Imaginons-nous il y a 50 000 ans, précisément à l'endroit où vous êtes actuellement. Je suis dans la forêt et je suis en train de faire cuire mon steak de brontosaure. Petite mise en garde, certains faits historiques n'ont pas été vérifiés. Je suis donc sur le bord de mon feu en train de faire cuire mon steak et derrière moi, il y a un craquement dans les buissons. Si je me fous éperdument de ce bruit-là, il est fort possible que dans les 5 secondes suivantes, j'ai le crâne transpercé par une flèche d'une tribu ennemie qui veut venir me voler mon steak, ou que je devienne moi-même le steak d'un tigre à dents de sabre. Notre cerveau, même notre cerveau moderne, est une machine à chercher la nouveauté puisque, historiquement, il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, la nouveauté était un potentiel danger. Notre cerveau est une machine à détecter constamment des dangers potentiels pour notre vie et donc il cherche tout le temps la nouveauté. Le cerveau cherche toujours le danger, mais il est par le fait même accro à la nouveauté. Et on va donc tourner ça à notre avantage pour rendre nos répétitions plus stimulantes et plus efficaces. Avant d'aller plus loin, vous voyez cette affiche à côté de moi? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et elle va prendre tout son sens. Rendu à ce point, vous allez peut-être me dire varier, ok, mais varier quoi? Vous vous êtes probablement habitué de répéter le même passage avec les mêmes nuances, avec la même stratégie et le même tempo. On peut par contre changer tout ça ou y aller un paramètre à la fois. On peut jouer un passage en alternant 3 nuances différentes, donc peut-être jouer le passage très doucement, moyennement doucement et très fort. On peut jouer un même passage à 3 vitesses différentes, donc très lentement, moyennement lentement et très rapidement. On peut aussi gérer nos répétitions en alternant 3 stratégies d'apprentissage ou façons de jouer. Donc par exemple, si je suis au piano, je pourrais jouer une fois le passage avec la main gauche, une fois la main droite et la troisième fois les mains ensemble. Je joue d'un instrument à cordes, un instrument à cordes frotté. Je le joue une fois avec l'archet seul, une fois tel quel et une fois en solfiant. On peut donc choisir un paramètre musical comme la vitesse, le volume ou la façon de jouer, déterminer 2 ou 3, 4 options pour chacun de ces paramètres et passer d'une à l'autre en accumulant les répétitions. En termes d'apprentissage, on parle alors de gestion aléatoire des répétitions, par opposition à la gestion en bloc qu'on connaît trop bien. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir à quel moment on devrait continuer de l'utiliser, cette gestion en bloc. On peut évidemment intégrer la bonne option parmi les différentes options qu'on va prendre pour chacun des paramètres. Et pendant la pratique, c'est la comparaison entre cette bonne option
et des options complètement différentes de ces mêmes paramètres qui vont vous permettre de raffiner votre compréhension de ce que vous devrez faire éventuellement. Si vous essayez ceci aujourd'hui, vous allez être un peu confus et faire quelques erreurs. Mais si vous vous arrêtez, vous allez manquer les bienfaits démontrés par la recherche de cette technique que je vous explique dans quelques instants. Comme je vous le mentionnais dans l'intro, le phénomène dont je vous parle aujourd'hui s'appelle l'effet d'interférence contextuelle. En général, dans toute forme d'apprentissage, l'interférence, donc être confus ou être mêlé, est évidemment à éviter. Avec l'effet d'interférence contextuelle, on crée volontairement une interférence, donc on va se mêler volontairement, et c'est le fait de se démêler à force de répétition qui va solidifier l'apprentissage. Parmi les effets démontrés par la science sur l'apprentissage moteur en général et qu'on va appliquer en musique, on a d'abord un meilleur apprentissage à long terme des mouvements, donc une meilleure rétention des mouvements appris à long terme. Et on a aussi une meilleure capacité à prévoir comment la prestation finale, si on parle de musique, comment la prestation finale va réellement se dérouler. C'est logique, avec la répétition aléatoire, on fait toujours tout du premier coup. Et combien de chances avez-vous sur scène pour réussir un passage? Une seule chance. Avec ceci, vous vous donnez un aperçu de ce qui pourrait se passer sur scène lorsque vous jouez un passage du premier coup, et vous pouvez donc corriger des éléments de votre jeu à l'avance, donc plus tôt dans le processus d'apprentissage, que si vous aviez attendu vos premiers enchaînements pour réaliser les faiblesses qu'il y a peut-être encore dans votre jeu. En résumé, les conséquences de la gestion aléatoire des répétitions consistent en une diminution des réussites à court terme, puisque vous allez être mêlé et confus lorsque vous allez vous y mettre, mais un meilleur apprentissage à long terme alors que vous allez apprivoiser les passages de vos pièces en les jouant de toutes sortes de façons différentes. Et en plus, une meilleure capacité à prévoir comment la prestation va réellement se dérouler puisque vous vous serez entraîné à jouer vos passages du premier coup comme ce sera le cas sur scène. Et j'ajoute un effet que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant dans la littérature scientifique, mais que j'ai abondamment entendu parler de mes étudiants et de mes clients, c'est-à-dire une attention plus soutenue pendant la pratique. Donc, une meilleure capacité à rester concentré pendant qu'on répète, puisque entre chaque répétition, au lieu de les accumuler bêtement, on doit prendre une mini-décision entre chacune d'elles, ce qui garde l'esprit éveillé alors qu'on répète. Mais attention, il y a un bon moment pour utiliser la gestion aléatoire de répétition et il y a aussi un bon moment pour utiliser la gestion en bloc qu'on connaît très bien. Rendu à ce point, la question se pose, est-ce qu'on doit utiliser la gestion aléatoire de répétition à tout moment? Vous dites peut-être, j'ai fait des répétitions en bloc toute ma vie et j'ai quand même réussi à atteindre un certain succès à l'instrument. Est-ce que les répétitions en bloc ont quand même une certaine valeur? Et ma réponse est évidemment oui. La raison pour laquelle je recommande fortement la gestion aléatoire des répétitions est qu'elle accélère beaucoup une étape cruciale et importante de l'apprentissage d'une pièce. C'est l'étape qui suit les premières découvertes de la pièce, donc la première étape souvent où on va faire les premières lectures, on établit les doigtés, les premiers essais de la pièce. Ensuite, on tombe dans le cœur du travail, l'étape qui va être grandement accélérée par la gestion aléatoire des répétitions. Et cette deuxième étape-là nous mène vers la troisième étape de l'apprentissage d'une pièce, soit l'étape des enchaînements, où à ce moment-là, on va se préoccuper davantage d'interprétation de la pièce. Et là, je viens justement de nommer les deux étapes d'apprentissage d'une pièce pendant lesquelles la gestion en bloc des répétitions va être tout à fait appropriée. On ne peut pas vraiment se mêler volontairement dans la première étape d'apprentissage d'une pièce. On est déjà tout mêlé de toute façon. On devrait donc commencer à lire la pièce, découvrir la pièce, faire les premières lectures, établir des doigtés, commencer le travail de répétition en utilisant par bloc, et dès qu'on sent une certaine aisance s'installer, là, on va pouvoir tomber dans la gestion aléatoire des répétitions pour vraiment tester la solidité de notre jeu. Le deuxième moment où la gestion en bloc des répétitions va être tout à fait appropriée, je l'ai mentionné il y a quelques secondes, c'est lors des enchaînements. C'est bien beau de varier le tout, mais éventuellement, on s'attend à ce que la pièce soit jouée telle qu'elle est écrite sur la partition. Donc, plus on approche de la prestation et de l'examen, plus on va revenir vers le résultat final souhaité en jouant la pièce telle qu'elle. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par la gestion aléatoire de répétition, s'il vous plaît, de grâce, please, por favor, utilisez cette stratégie-là pour vos gammes et vos exercices techniques. Avoir une excellente technique instrumentale implique de pouvoir réussir n'importe quoi sur commande et sans préparation, et c'est exactement ce que vous allez travailler avec la gestion aléatoire des répétitions dans vos exercices techniques et vos gammes.
Avec la gestion aléatoire des répétitions, on travaille notre adaptabilité générale et la solidité de notre jeu instrumental, et tout ceci sera très utile ensuite pour le travail de notre répertoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que vous allez vous mêler un petit peu aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, partagez-la avec un musicien ou un prof qui pourra en profiter, ça m'aide énormément. En passant, chaque vidéo de la chaîne est accompagnée d'une affiche que vous pouvez télécharger, donc je vous invite à l'afficher dans votre studio de pratique ou la partager avec vos élèves. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo au cours de laquelle je vais vous expliquer le pouvoir extraordinaire de votre attention et en quoi ce sur quoi vous pensez pendant que vous jouez peut à la fois vous faire triompher sur scène ou encore faire dérailler complètement votre prestation si vous tombez dans le panneau dans lequel la plupart des musiciens tombent. D'ici là, bon travail et prenez soin de vous.